Donc, on va commencer, parce que nous sommes les dernières à passer aujourd'hui, et nous sommes à la fin du salon. Donc déjà, merci pour votre présence. Et je me permets aussi de remercier donc Madame Bérangère Bonvalet, qui est la présidente de GPM Kiné et qui nous a permis d'être ici avec vous cette fin de journée. Donc, on va vous parler des douleurs pelvipérinéales chroniques fonctionnelles. Et donc, le docteur Henri, qui est médecin physique et de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital de Nancy, et moi-même, qui suis kinésithérapeute libérale depuis 32 ans en périnéologie. Nous allons vous présenter un petit peu toute cette prise en charge, en sachant qu'effectivement, le premier problème que l'on rencontre, c'est que quand on parle de douleurs pelvipérinéales chroniques fonctionnelles, on s'attend à ce que les kinés uniquement formés en périnéologie se sentent impliqués, alors qu'en fait, vous allez voir que c'est absolument pas seulement ça. On a besoin d'eux, mais on a aussi besoin des kinésithérapeutes pour justement travailler sur ces pathologies. Bonjour. On va aborder les douleurs pelvipérinéales dans leur globalité, mais on va se centrer sur le fonctionnel. Donc là, sur les douleurs chroniques pelvipérinéales, toutes confondues, il faut considérer que 20 à 40% de la population va être concernée à un moment ou à un autre de sa vie. Donc on retrouve 52% des douleurs qui vont être des douleurs isolées. On va retrouver des douleurs à 24% de douleurs qui vont aussi mettre en place des syndromes d'intestin irritable. Il faut que je m'éloigne du truc. Ensuite, vous avez 9% des douleurs qui donnent en plus des syndromes de problèmes urinaires, de dysfonction urinaire. Et en rouge, 15% qui, elles, vont aussi donner des douleurs, des symptômes de l'intestin irritable et aussi des syndromes fonctionnels urinaires. Donc il y a souvent des troubles fonctionnels associés d'organes digestifs ou urinaires, comme vous le voyez, pour la moitié des personnes. Avant de parler de douleurs fonctionnelles, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une pathologie d'organes. Et en fait, quand les gens arrivent en consultation pour diagnostic, ils ont eu tout un parcours d'examens multiples de l'appareil urologique, de l'appareil gynécologique, coloproctologique, rhumatologique, parfois vasculaire, parfois dermato. Il peut y avoir une pathologie d'organes qu'il faut éliminer et en traitant cette pathologie, la douleur doit disparaître. Sur cet aspect-là, 2 points sur lesquels j'attire votre attention au niveau gynécologique. Quelqu'un qui a une endométriose, c'est une pathologie d'organes, mais qui va avoir des incidences fonctionnelles. Parce que tous les mois, vous avez une femme qui saigne en dehors de l'endomètre et qui va avoir une inflammation dans la zone où l'endomètre est ectopique. Ça va générer de l'inflammation, ça va saigner, ça va créer des adhérences. Vous savez que les adhérences viscérales vont générer des troubles fonctionnels musculo-squelettiques et digestifs urinaires. Donc, une pathologie d'organes peut entraîner des pathologies fonctionnelles. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, au niveau rhumatologique, pareil, une sacroïlite dans la spondylarthrite ankylosante va donner des contractures musculaires adjacentes pour immobiliser cette articulation douloureuse. Et si on ne prend pas en charge ces contractures musculaires adjacentes, elles peuvent se chroniciser et entraîner des rétractions avec toutes des conséquences musculo-squelettiques. Toujours sur les pathologies rhumatologiques, je vais mettre l'accent sur la coccygodynie, qui est une pathologie sacro-iliaque, souvent post-traumatique. On retrouve une notion de chute fréquemment avant. Ça peut se traiter par ostéopathie, ça peut se traiter par infiltration, radiofréquence. On peut même aller à l'ablation du coccyx, la coccygectomie. Et on a souvent des tensions musculaires, des muscles qui s'insèrent sur le coccyx associés et qui aggravent la douleur. Et en agissant sur ces tensions musculaires, on calme la douleur sacro-coccygienne. Au niveau vasculaire,
j'attire votre attention sur les varices pelviennes gauches. C'est fréquemment présent et il faut éliminer une pathologie d'organes vasculaires, soit au niveau de la veine rénale gauche, qui est coincée entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure, soit au niveau de la fosse iliaque gauche, avec une compression entre l'artère iliaque primitive droite et les vertèbres lombaires de la veine fémorale gauche. Donc ça, c'est les pathologies d'organes qui donnent des troubles fonctionnels, mais il faut toujours repérer les drapeaux rouges. Et voilà, j'ai mis l'accent sur ces quelques points essentiels. Malheureusement, quand tous ces examens sont normaux, et ce qui est régulièrement le cas chez les douloureux chroniques du périnée, on finit par dire « Madame, il n'y a rien dans vos examens, ça se passe dans votre tête ». Moi, je peux vous assurer qu'une immense majorité de mes patients ont entendu ce discours-là. Non, ce n'est pas dans leur tête. Il y a inéluctablement un retentissement psychologique à avoir des douleurs chroniques permanentes dans une zone intime qui est difficile à aborder avec le corps médical, d'autant plus que le corps médical n'est pas formé à ces pathologies-là. Donc, ils ne savent pas repérer le diagnostic, en particulier de névralgie périnéale. Donc, il y a un retentissement psychologique impossible. Cependant, 50% des douloureux du périnée chroniques ont eu des violences psychologiques, physiques, sexuelles dans leur parcours. C'est une étude de Garza qui est sortie en 2021 qui replace un peu le contexte. Au cours de sa vie, 20% des femmes seront victimes d'abus sexuels. C'est déjà énorme. 50% environ des douloureuses, là on parle des femmes, douloureuses pelviennes chroniques ont subi des abus sexuels. C'est énorme. Et je confirme, dans ma consultation, il y a quasiment une fois sur deux une histoire de traumatisme psychologique. Quand il y a eu abus sexuel, on a 11 fois plus de risques de développer des douleurs du périnée. Et on verra quels sont les mécanismes qui provoquent tant d'incidence des douleurs. Mais ce n'est pas que l'abus sexuel dans la zone douloureuse qui provoque ces douleurs, puisque dans les violences simplement psychologiques, on a 7 fois plus de risques de douleurs périnéales chroniques. Et dans cette population abusée, on recense 8 fois plus d'interventions chirurgicales que dans une population non abusée. Donc oui, il y a des comorbidités psychologiques de violence, mais ça ne veut pas dire que c'est la cause. Par contre, chez ces patients, dans 30 à 93%, on retrouve des troubles musculo-squelettiques. En général, le point de départ, c'est les muscles. Il y a des tensions musculaires, des contractures musculaires qui, à force d'être chronicisées, se détendent difficilement et entraînent des rétractions. Les muscles s'insèrent sur le squelette. S'il y a des tensions musculaires asymétriques, et c'est quasiment toujours le cas, on a des contraintes ostéo-articulaires asymétriques qui génèrent des dysfonctions articulaires. Ces dysfonctions articulaires, comme par exemple le syndrome de Meigne au niveau de la charnière thoracolombaire, génèrent des tensions musculaires pelviennes, périnéales. Et on rentre dans le cercle vicieux. Et au contact de ces muscles, vous avez des nerfs qui circulent dans des zones canalaires qui sont comprimés. Parce que si vous avez normalement deux muscles adjacents, le nerf au milieu, s'il est avec un tonus normal, une souplesse normale, le nerf a de quoi circuler et n'est pas gêné, n'est pas comprimé, n'est pas hypovascularisé, puisque le paquet vasculo-nerveux a de la place. Si vous avez une contracture musculaire et une rétraction, le paquet vasculo-nerveux
et il y a un entrappement de ce paquet vasculo-nerveux qui s'exprime sous forme de névralgie. Donc on va voir quel type de névralgie. Mais donc, on vient d'aborder deux types de douleurs. Des douleurs, on va dire, mécaniques, par excès de nociception. Les nocicepteurs sont stimulés par la contracture musculaire, par la rétraction musculaire, par la dysfonction articulaire dont on vient de parler. On a des douleurs neuropathiques. Les nerfs à destinée pelvipérinéale sont coincés ou subissent d'autres facteurs irritatifs qu'on abordera tout à l'heure, qui génèrent des douleurs spécifiques de nerfs. Le questionnaire DN4 parle à tout le monde. C'est un questionnaire qui permet de définir si la douleur est neuropathique ou pas. Si, aux 10 questions, le patient répond à plus de 4 positivement. Et depuis 2016, l'IASP a mis en lumière un troisième type de douleur qui est particulièrement fréquent chez ces patients, c'est l'hypersensibilité douloureuse, qui correspond à un dysfonctionnement de la modulation de la douleur. On est capable, notre cerveau est capable d'intensifier la perception douloureuse en situation de stress, par exemple, comme de diminuer la perception de douleur par des techniques de relaxation, de détente. Au niveau du périnée, il y a un score qui permet de définir s'il y a une hypersensibilité douloureuse pelvienne, c'est le score de convergence PP, qui, quand il est supérieur à 5 sur 10, témoigne d'une hypersensibilité douloureuse, initialement pelvienne, qui peut ensuite devenir centrale. Pour pouvoir agir, parce que notre rôle, c'est de soulager les patients, il faut avoir une bonne connaissance de l'anatomie fonctionnelle. Et donc, vous allez bouffer un peu d'anatomie rapidement, mais pour que vous puissiez agir sur les bons muscles, parce que vous avez compris que l'entrée dans le cercle vicieux, c'est le muscle. Et donc, vous êtes le thérapeute du muscle. Donc, il faut que vous ayez une bonne connaissance de la musculature qui a un impact au niveau pelvipérinéal. Donc on va commencer par une vue postérieure de fesses. Donc là, vous avez une fesse droite, le grand trochanter ici, le sacrum caché ici par le grand fessier qui a été récliné, le moyen fessier a été récliné. On arrive sur les pelvitrochantériens. Je suis censée avoir une petite lumière, mais tu peux demander si elle a la sienne. Vous avez un truc pour pointer? Donc, vous avez entre le sacrum ici et le grand trochanter ici le piriforme. Juste en dessous, inséré sur le piriforme jusqu'à la petite échancrure sciatique, vous avez l'obturateur interne qui ensuite va faire un angle droit pour tapisser l'intérieur du pelvis au niveau du cadre obturateur. J'ai simplifié ce schéma parce que je le présente aux patients. Il y a le jumeau supérieur-inférieur que je n'ai pas signalé. Dans ce canal infrapiriforme, vous avez 3 nerfs. En rose, le gros, c'est le sciatique. Juste en dedans, en bleu, vous avez le nerf cutané postérieur de cuisse qui assure la sensibilité de l'arrière de la cuisse, d'où part une racine collatérale, le nerf clunéal inférieur. C'est le premier nerf périnéal. Il faut bien que ça soit clair entre nous. On nous parle toujours de névralgie pudendale quand on a mal au périnée avec des douleurs neuropathiques. Ce n'est pas le seul, il y en a 6. Troisième nerf qui est dans le canal infrapiriforme, c'est en rouge, le nerf pudendal. Effectivement, c'est celui qui donne le plus de symptômes. Il a une richesse de sémiologie dont on va parler. Et il passe donc entre ces deux muscles, où il peut être coincé dans cette pince musculaire. Il passe entre 2 ligaments en verre, un ligament vertical sacro-tubéreux au niveau de l'ischio, et un ligament horizontal sacro-épineux entre le sacrum et l'épine sciatique.
il peut coincer dans cette pince ligamentaire. Et il peut aussi coincer dans un dédoublement de l'aponévrose de l'obturateur interne, qui est le canal d'Alcock. Les cyclistes savent très bien de quoi je parle, puisque c'est la selle du vélo qui appuie sur le canal d'Alcock, qui donne la névralgie pudendale chez les cyclistes. Et puis vous avez un troisième nerf postérieur d'origine sacrée, c'est le nerf de Trollard, ou le nerf clunéal moyen, qui est un nerf sensitif du pli interfessier, qui émerge entre le petit fessier et le piriforme, qui descend le long du sacrum et qui remonte le pli fessier. Il est fréquemment atteint après une chute. Donc là, on vient de parler des 3 nerfs pelvipérinéaux d'origine sacrée. Maintenant, on va parler des 3 nerfs pelvipérinéaux qui vont avoir une expression périnéale antérieure qui sont d'origine thoracolombaire. Ils sortent de là, il y en a 2 qui vont longer les abdominaux et un qui va traverser le psoas et descendre au niveau de l'aine la plus médiane. Donc, les 3 muscles en cause dans ces douleurs-là, c'est le psoas avec son insertion lombaire et son insertion distale sur le petit trochanter. Il est rejoint par l'iliaque. Il est traversé par le nerf génito-fémoral. Comme son nom l'indique, il a une branche génitale et une branche fémorale. Donc il va avoir des symptômes dans les 2 territoires. Les 2 autres nerfs à destinée périnéale antérieure, c'est le nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. Ils sont jumeaux, ils traversent, ils passent entre le psoas ici et le carré des lombes derrière, dans le dos. Donc ils peuvent être coincés dans cette pince musculaire. Et ensuite, ils vont longer la paroi abdominale entre l'oblique interne et le transverse, où là aussi, ils peuvent subir une compression. Enfin, ils arrivent dans le pli inguinal, où ils peuvent être coincés entre le muscle iliaque et l'arcade crurale. 3e zone de conflit. Je vous ai parlé des conséquences ostéo-articulaires. Au niveau des pelvis trochantériens, on va avoir une compression horizontale lorsqu'il y a une hypertonie du muscle ou une hypoextensibilité. En arrière, c'est la sacro-iliaque qui va souffrir. En avant, ça sera la coxo-fémorale en termes de dysfonction articulaire. Concernant les conséquences des troubles du tonus musculaire lombo-pelvifémoral, on aura une conséquence au-dessus des insertions sur la charnière thoracolombaire. On a quasiment toujours un dym thoracolombaire chez ces patients. On aura une compression verticale au niveau sacro-iliaque à l'arrière, coxo-fémorale à l'avant. Et je vous ai symbolisé l'articulation sacro-coccygienne, les insertions du périnée, du releveur de l'anus sur le coccyx. Lorsqu'il y a trop de tonus, ça tracte le coccyx en avant et ça donne des dysfonctions sacro-coccygiennes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Quand les nerfs sont coincés, soit au contact des muscles, soit irrités par d'autres facteurs, ils vont s'exprimer au niveau du périnée. Je vous ai dit qu'il y avait des névralgies antérieures. Donc là, on a un périnée d'homme, ici un périnée de femme. Les nerfs d'origine thoracolombaire, à expression antérieure, sont en orange. Ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, génito-fémoral. Les nerfs à destinée postérieure vont avoir une expression plutôt périnéale inférieure et au niveau de la zone anale. En bleu, le nerf clunéal inférieur, c'est un nerf sensitif très large qui va prendre toute la fesse et venir jusqu'au pli génito-fémoral. C'est important parce qu'il permet de différencier le clunéal du pudendal qui est beaucoup moins large. Et il n'innerve pas l'anus, le clunéal inférieur. C'est un nerf superficiel
qui donne des troubles superficiels, neuropathiques, brûlures, démangeaisons, décharges électriques, mais en superficie sous l'ischio. Le pudendal, contre lui, en rouge, il est superficiel au niveau du scrotum, du périnée, à l'intérieur de l'anus, dans les deux cas. Et il donne des douleurs profondes, c'est un nerf profond, sensitif et moteur, qui va donner des symptômes irritatifs dans la vessie, dans les organes génitaux, dans l'anus et le rectum. C'est en général ce que les patients ressentent et expriment, mais c'est tellement bizarre qu'ils ont du mal à l'exprimer, à le verbaliser, déjà parce que c'est dans une zone taboue, et parce que les symptômes, c'est j'ai l'impression d'avoir un oursin dans l'anus, dans le rectum, j'ai l'impression d'avoir un corps étranger dans le vagin, j'ai l'impression d'avoir pas vidé complètement ma vessie et j'y retourne toutes les demi-heures. J'ai l'impression qu'il y a un corps étranger, c'est fréquemment déclaré. Donc, vous avez besoin de connaître les muscles pour savoir où coincent les nerfs et pour pouvoir agir sur le muscle qui va décoincer, qui va supprimer l'irritation nerveuse. Au niveau lombo-pelvifémoral et au niveau pelvitrochantérien. Passons maintenant au mécanisme irritatif en cause qu'il va falloir apprendre aux patients à lever. Et là, je passe la parole à Christelle. Voilà, donc vous l'aurez compris, déjà, c'est déjà un retard de diagnostic souvent important, avec des patientes qui en ont assez de se plaindre parce qu'elles ont l'impression d'avoir aucune écoute, et avec tout ce qu'on peut avoir comme problème associé, donc les abus sexuels ou autres. Là, en fait, une fois qu'on a ces patients qui ont enfin un diagnostic, alors déjà, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui enfin les comprend et qui vont pouvoir mettre des mots et des situations anatomiques et biomécaniques sur leurs mots MAUX. Et surtout, en fait, il va falloir maintenant les aider. Donc, on se retrouve avec des patients qui sont en souffrance depuis longtemps et il va falloir leur expliquer leurs muscles, leur expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs et comment faire pour diminuer la douleur. Donc notre premier objectif, c'est d'enseigner aux patients comment se prendre en charge lui-même. C'est une rééducation à la santé, c'est une éducation du patient. Donc déjà, ce qu'il faut qu'il comprenne, le patient, c'est quels sont les facteurs modifiables par sa pratique au quotidien, son attitude quotidienne. Donc déjà, on peut avoir un premier état, c'est l'étirement des muscles, l'étirement des nerfs. Une situation d'étirement, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait représenter déjà? Allez, on va bosser un peu parce que sinon c'est fin de journée, on va plus y arriver là. Un étirement. Eh bien, un étirement, ça peut être tout simplement aller à la selle, être constipé pendant des années, 20 ans, 30 ans, et puis au fur et à mesure que vous poussez pour exonérer les selles, eh bien, vous étirez vos petits nerfs. Ça, c'est une situation d'étirement qui est simple et que dans la population, on est tous amenés à rencontrer une fois ou l'autre dans notre vie. Mais imaginez des personnes qui sont constipées chroniques depuis leur plus tendre enfance et qui poussent tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou voire plus, pour aller à la selle. Donc la première chose à faire, c'est de leur faire comprendre que ça, c'est une situation qui met à mal les étirements, leurs nerfs, et que là, on va pouvoir les aider. Donc on va leur apprendre, pour ceux qui font de la périnéo, c'est facile, c'est le petit banc qui va permettre d'exonérer les selles. Je vous rappelle que la meilleure position pour aller à la selle, c'est d'être accroupi sur les toilettes turques. Alors vous pensez bien que tout ce qui va être réhausseur de toilettes, comme on met maintenant dans les maisons de retraite, c'est pas pour nous permettre à nous, thérapeutes, d'être en joie. Bon, peu importe. Donc on met un petit banc, je vous laisse voir Squatty Potty sur YouTube, c'est très intéressant, c'est très drôle, et même à montrer à nos patients, c'est très bien. Donc ça fait partie. L'étirement, ça peut être aussi lors d'un accouchement. Une instrumentalisation, un forceps, une ventouse, ça peut aussi avoir des conséquences sur les nerfs. Et donc, on a aussi des jeunes femmes qui, après l'accouchement, se retrouvent avec cette problématique de douleur chronique pelvienne. Un travail très long pour expulser avec une position qui n'est pas changée régulièrement. Ils ont une compression. Quelqu'un qui est couché sur le dos en position gynéco pendant des heures et des heures,
J'ai une patiente en tête, elle me dit, mais je sentais ma fesse, j'arrêtais pas de leur dire qu'il fallait qu'ils me bougent, ils me bougeaient pas, elle était sous péridurale, elle pouvait pas bouger toute seule. Et donc, excusez-moi, elle a eu une compression pendant 21 heures de son nerf, et derrière, elle l'a senti passer. Donc, dans les compressions, on va aussi retrouver le cycliste. Alors là, c'est l'exemple type. Je vous rappelle que c'était la maladie du cycliste avant. Et donc là, on va retrouver tout ce qui va être assise prolongée. Donc là, on a de la chance, on ne va pas vous garder plus de 45 minutes. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de compression intense. Mais des personnes assises toute la journée au travail, des étudiants qui sont toute la journée assis pour apprendre leurs cours, tous ces facteurs-là sont des facteurs de compression aussi. Donc là, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir. La compression, c'est aussi, comme vous avez vu, les territoires sensitifs là où s'expriment ces névralgies, vous allez pouvoir éviter. Si vous avez un clunéal, vous allez pouvoir éviter les ischions. Si vous avez un pudendal, vous allez éviter la partie au niveau du périnée. Donc ça permet aussi de permettre aux patients de jouer là-dessus. Et puis bien sûr, on va demander à nos patients de se lever régulièrement. Donc ça veut dire aussi, ça implique que dans leur vie professionnelle et dans leur vie quotidienne, ils fassent l'effort de prendre l'habitude de se lever toutes les demi-heures pour éviter les compressions. D'accord ? Et en fait, le dernier, c'est les microtraumatismes. Alors ça peut être le chauffeur routier, avec les nids de poules en formation. Les filles de nids de poules, vous avez remarqué, ils sont tous en formation. Qu'est-ce qu'on forme ? Les nids de poules, mais ça va être aussi le monsieur qui travaille à la DDE ou qui fait du marteau-piqueur. Ça va être... les sports, avec des chocs, des vibrations, des secousses. Voilà. Et tous ces microtraumatismes, toutes ces choses-là, ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir et sur lesquels le patient peut agir, et avec un objectif, bien sûr, de protéger les nerfs, de protéger les muscles et surtout de diminuer la douleur. Les patients ont tous identifié que quand ils sont assis, ils ont mal, plus ils s'assoient, plus ils ont mal. Donc ils ont mal au boulot, ils ont beaucoup moins mal le week-end. Et ils ont tous identifié que assis dans leur voiture, c'était pire. Parce qu'ils étirent leurs nerfs. Plus on fléchit la hanche, plus on tire le nerf. Ils compriment leurs nerfs s'ils n'ont pas de trous sous le périnée et les ischions pour libérer pudendal et clunéal inférieur. Et ils ont les vibrations et les nids de poule sur la route. Donc ils cumulent les 3 facteurs irritants biomécaniques qui aggravent les névralgies. Alors ensuite, on a aussi les facteurs qui sont modifiables par un chirurgien. Alors après, dans la physiopathologie, on a quand même les traumatismes qui sont liés aux chutes. Donc vous savez, quand on est enfant et qu'on se retrouve à l'école et qu'il y en a un qui gentiment retire la chaise et vous vous retrouvez assis par terre, ça arrive fréquemment quand même, les chutes de ski, les autres chutes, et la chirurgie. Donc moi, j'ai quand même un retour d'expérience il y a très longtemps, parce que ça fait 32 ans que je travaille avec ces patients, mais il y a 32 ans déjà, on a parlé le nerf honteux. Donc le nerf pudendal, on l'appelait le nerf honteux. Donc déjà, ça ne donnait pas trop envie aux patients d'aller s'exprimer sur cette honte de cette douleur. Et surtout, on avait aussi beaucoup de chirurgie qui étaient notamment sur les descentes d'utérus. Et en fait, on avait beaucoup de chirurgiens qui opéraient par voie basse et qui tiraient les utérus pour les déganter. Et en fait, pour retirer les utérus, c'est faire une hystérectomie. L'hystérectomie par voie basse et pourvoyeuse de névralgie. Et on avait des patientes qui avaient des névralgies suite à ces chirurgies. On avait aussi les chirurgies de promontofixation selon Richter, qui allaient mettre les bandelettes qui maintenaient l'utérus au contact du nerf. Donc, soit ils embrochaient le nerf, soit il y avait des adhérences qui se formaient autour de nerfs qui venaient engainer. On ne fait plus cette technique-là. Et enfin, des variations anatomiques. Alors, elles sont beaucoup plus rares, mais néanmoins, elles existent. Donc, il ne faut pas non plus les négliger, parce qu'on ne résoudra pas tout. Enfin, on en reparlera après, mais on ne résout pas tout simplement avec le musculaire et autres. Et les nerfs sont pris dans les ligaments. Donc là, effectivement, là, ça va être... Il n'y a pas le choix que de couper le ligament pour libérer le nerf de la chirurgie. Dans tous les cas, ces 5 facteurs-là empêchent le nerf de coulisser là où il est censé circuler. Et il y a une compression vasculaire, et donc le nerf est hypo-oxygéné parce qu'il n'y a pas la vascularité qui arrive. Rendez-vous sur l'espace conversation multidisciplinaire pour après, conversation sur ces patients, ils sont super bien pris en charge en kiné, et dès qu'on arrête, ça récidive.
parce que les troubles musculaires récidivent en raison d'un problème postural dans la grande majorité des patients. La posture résulte des informations de 6 capteurs, 3 céphaliques, l'oreille interne, l'appareil manducateur, l'appareil oculomoteur, 3 périphériques. Je vous ai parlé des cicatrices et des adhérences cutanéo-viscérales essentielles à traiter, des extérocepteurs au niveau podal et de toutes les dysfonctions articulaires que l'ostéopathe va recorriger. L'objectif du bilan postural va être de déterminer s'il y a une dysfonction proprioceptive ou un trouble du contrôle moteur qui sera essentiel à prendre en charge pour pouvoir soulager de façon durable le patient. Identifier quels sont les capteurs pathologiques et qui nécessiteront un traitement, d'où la pluridisciplinarité dont on a parlé au départ. On ne traite pas que le périnée, et j'aurais tendance à dire même, vu les antécédents psychotraumatiques sexuels, on ne traite pas le périnée, ou on le laisse traiter par la patiente. On apprend aux patientes à se soigner au niveau périnéal, et c'est le kiné et lui qui fait le reste autour de cette zone-là. Et on hiérarchise le plan de traitement. Le capteur ORL vestibulaire et les adhérences cutanéo-viscérales sont prioritaires à traiter. On corrige les dysfonctions ostéo-articulaires et ensuite on s'occupe du capteur podal, temporomandibulaire et oculomoteur. Quelle est la place des imageries? Éliminer une cause organique. Une fois qu'on l'a fait, ça ne sert à rien de renouveler les examens. Pour ça, on va faire une imagerie abdominopelvienne, soit par scanner, soit par IRM. La plupart du temps, c'est normal, et tant mieux si c'est normal. Et ça ne sert à rien de la renouveler. Par contre, il ne faut pas passer à côté d'une tumeur rectale, d'adénopathie liée à une pathologie du sang, une hernie discale complètement exclue qui vient tellement comprimer qu'elle comprime le plexus sacré et la zone périnéale, ou une tumeur intracanalaire. On doit éliminer ça, mais une fois que c'est fait, on arrête de faire des examens et de les saucissonner dans tous les sens. Deuxième place des examens complémentaires, c'est les infiltrations. Pendant des années, on a traité les patients par de la cortisone autour des nerfs. Depuis 2021, ce n'est plus recommandé. Si vous avez des patients qui sont infiltrés, c'est pour faire le diagnostic de névralgie, névralgie pudendale, névralgie clunéale. On injecte de l'anesthésiant autour du nerf, comme chez le dentiste. Le temps de l'anesthésie, la douleur disparaît. On fait le diagnostic, c'est bien le nerf pudendal droit qui vous fait souffrir, le gauche, il ne fait pas souffrir. On va mettre le paquet sur tous les facteurs irritants. Et si ça ne suffit pas, on dira au chirurgien, on a traité les muscles, on a traité les positions, on a traité la constipation, ça ne suffit pas, il a toujours mal au bout de 10 minutes qu'il est assis, c'est que le ligament coince et il faut que tu ailles le découper. Et on va lui dire, tu découpes autour du nerf pudendal droit parce que l'infiltration a marché, mais tu ne fais surtout pas le gauche parce que les adhérences que tu pourrais créer en post-opératoire risqueraient de l'abîmer. Et tu n'opères pas les clunéos inférieurs parce que l'anesthésie n'a pas changé les douleurs. L'EMG a été l'examen princeps préconisé pour faire le diagnostic de névralgie. Il n'est plus recommandé. Le 5e critère de Nance, c'est l'infiltration anesthésique aujourd'hui. C'est lui qui permet de faire le diagnostic final. Maintenant, passons à la prise en charge. On a déjà bien dévoilé le sujet, mais ça va permettre d'aller plus vite.
Voilà, donc en fait, dans le premier temps, effectivement, on va demander aux patients de soulager ses appuis pour éviter les compressions, pour éviter les étirements. Donc là, il y a déjà toute une hygiène de vie à revoir qui passe, donc, comme je vous l'ai expliqué, par tout ce qui va être exonération des selles, comment je m'assieds. Alors, comment on s'assied? Effectivement, là, ici, je vois certaines personnes qui ont les jambes croisées. Alors, nos patients ne croisent plus jamais les jambes. Ils ne savent plus ce que ça veut dire. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas croiser les cuisses? Quel est le facteur irritant? Non. Qu'est-ce qu'on met en tension comme muscle quand on croise les cuisses? On étire les piriformes, les pelviques trochantériens, et donc on ferme le canal infrapériforme. Donc on coince les 3 nerfs qui passent dans le canal infrapériforme. Donc voilà, donc nos patients ne croisent plus les jambes. Et donc bien sûr, comme nous sommes leur modèle, nous ne croisons plus les jambes. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu dommage de dire, vous comprenez, vous allez arrêter de croiser les jambes à partir de maintenant. C'est quand même vous qui avez mal aux fesses. Non, on leur dit, voilà. Donc ça, c'est important d'être aussi le modèle, parce que sinon, ça n'a pas sens pour les patients, on est d'accord. Ensuite, on va donc faire des exercices de soulagement. Donc notre objectif, en premier temps, c'est de diminuer la douleur. Donc bien entendu, puisqu'on a identifié des muscles qui étaient contracturés, on va déjà leur apprendre l'autopalpation pour aller palper tous les muscles qui peuvent être en cause dans ce genre de pathologie. En sachant que ça va commencer aussi bien par le haut, par une prise de conscience de comment sont leurs mâchoires, est-ce que les mâchoires sont serrées ou pas serrées. Parce que pour celles qui font de la périnéo, quand vous avez les mâchoires serrées ou quand vous mangez du chewing-gum toute la journée, vous avez une hypertonicité périnéale. Donc, commencez par relâcher les mâchoires. Et ça, le stress est un curseur qui fait bien flamber l'affaire. Si vous avez une patiente qui vient vous consulter pour des douleurs chroniques pelviennes et qui arrive avec son chewing-gum en bouche et qui croise les jambes dans la salle d'attente, il y aura du boulot. Alors, il y a le stress, mais il n'y a pas que le stress. Si vous avez écouté ce que j'ai dit sur la posture. Voilà. On a une pathologie temporomandibulaire par bruxisme qui perturbe les contractures musculaires antigravitaires, qui favorise les contractures antigravitaires, et c'est tous les muscles dont on vient de parler. Donc nos patients, ils vont commencer donc à faire des exercices d'automassage. Donc on va leur apprendre à aller palper les diaphragmes. Donc pour ça, il faut savoir qu'il faut qu'ils apprennent quel est le nom du muscle qui leur permet de respirer et où il se situe. Ensuite, on va leur proposer d'aller palper leur iliaque, leur psoas, leur carré des lombes, leur piriforme, tous ces muscles déjà qui sont à l'extérieur. Et ces muscles-là, on va leur apprendre à les détendre. Donc soit par des automassages, soit par des outils qu'on verra un petit peu plus tard, etc. Donc ça, c'est notre première étape. Ça va donc permettre à ces patients d'avoir moins mal. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes soulager leur douleur et donc ça va nous permettre de réguler. Une fois que l'on aura donc travaillé sur ces muscles, on va leur donner une routine. On va leur demander de faire une routine tous les soirs pour qu'ils aillent auto-palper et voir quels sont les muscles les plus douloureux et quels sont les muscles prioritaires à traiter. Bien entendu, une fois qu'ils auront beaucoup moins de douleur, on pourra aller assouplir leurs muscles qui sont soit raccourcis, soit enraidis, et on va leur apprendre les assouplissements, en sachant que ce sont des personnes qui ont des douleurs chroniques et qui donc ont parfois une hypersensibilité à la douleur, ce qui fait qu'il va falloir être modéré. Il va falloir que vraiment l'assouplissement passe par une zone d'inconfort et non pas des satires. Et donc, en fait, après, bien sûr, vous allez vous retrouver avec toutes les mêmes recommandations sur l'ordonnance, qui va être le travail de respiration, puisqu'on a vu qu'on allait avoir un travail au niveau du diaphragme et abdo-périnéal, la dissociation lombo-pelvi-fémorale, le traitement des... Alors, on évitera de les mettre trop longtemps sur ballon, parce que on est sur une position assise, même si voilà, on peut travailler avec d'autres choses en position debout, avec des ballons paille et autres. Il y a plein d'autres mouvements. Les traitements des adhérences cutanéo-viscérales, nous, c'est notre corps de métier aussi, tout ce qui est travail des cicatrices. Les décontractions, les assouplissements, les corrections et le renforcement postural. Donc, on sera aussi aidé par tout ce qui va être traitement annexe des capteurs podaux ou autres, parce que ça sera moins efficace si on ne travaille que tout seul. On a besoin de ce soutien.
et la guidance à l'autorééducation. Donc le kinésithérapeute, une fois par semaine, quand il va voir son patient, si le patient ne peut pas le faire, il va faire son travail de kinésithérapeute de façon externe, mais il va aussi vérifier que le patient est capable de faire son travail d'autorééducation à la maison, parce que tous les jours, le patient a besoin de prendre soin de lui. De toute façon, si le patient ne fait pas son travail au quotidien, vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous avez toujours des tensions musculaires énormes que vous perdez le temps de votre séance à détendre. Et donc, on ne peut pas passer à l'étirement, on ne peut pas passer au renforcement, à la correction posturale et à l'endurance. Donc, si le patient ne fait pas sa part de travail, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs suivants. On n'a pas parlé de la protection musculaire. On protège l'ergonomie rachidienne, la technique du monobloc, la technique du chevalier servant, du balancier pour ramasser quelque chose au sol. On protège ses muscles, on protège les dysfonctions articulaires, on évite les dysfonctions articulaires. Le dernier facteur en cause, c'est le facteur ligamentaire, et lui, c'est un traitement chirurgical. On traite toujours les causes avant de traiter les conséquences. Les conséquences, c'est les antidouleurs. Ils ont des douleurs musculaires, ils ont des douleurs ostéo-articulaires. Le paracétamol marche. L'acupan fonctionne. Et je privilégie ces deux traitements-là aux opioïdes. Je ne les recommande pas parce qu'ils ont des douleurs neuropathiques, parce qu'ils ont une hypersensibilité à la douleur, et que les opiacés, qu'ils soient faibles ou forts, aggravent ces douleurs. On va inhiber la douleur par des techniques non médicamenteuses, parce que ces patients proprioceptifs, la dysproprioceptif, ne tolèrent pas les antalgiques, neurotropes, le Lyrica, le Neurontin, le Cymbalta. Ils ont des vertiges avec ça. Ça aggrave l'oreille interne. Ça paralyse l'oreille interne. Donc, on va faire de la cohérence cardiaque, on va faire de la sophrologie, on va faire de la relaxation, de l'hypnose. Voilà. Et puis, si ça ne suffit pas, on recourra aux antalgiques neurotropes. S'ils sont suicidaires parce qu'ils ont des douleurs atroces, on ira mettre l'antidépresseur parce qu'il faut éteindre le feu. Tant pis si ils ont la pièce qui tourne, il ne faut pas qu'ils se suicident. Ça m'est arrivé une fois, je ne me fais plus avoir. On peut agir localement avec des compresses imprégnées d'anesthésiant. Ça calme le symptôme, ça cache la douleur, mais ça ne règle pas le problème. Ça n'agit qu'en superficie, donc c'est inefficace sur le pudendal. La capsaïcine, c'est un traitement qui permet de calmer la douleur superficielle pendant plus longtemps. C'est du piment. Et sinon, on prend les médicaments dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est les positions de soulagement. Je te laisse parler. Donc cette position-là, c'est la position qu'on appelle la position du papillon. Donc on la connaît tous en kinésithérapie, on la pratique avec nos patients. La seule chose que là on vous propose, c'est bien sûr, on ne laisse jamais les deux jambes pendantes. On place des supports pour que la personne puisse se relâcher sans avoir un étirement des adducteurs, parce que c'est contre-productif, et des psoas, et c'est contre-productif. On veille aussi, bien sûr, à ce que la posture soit juste au niveau du dos, sur une colonne allongée, sur un bassin en neutre. Et là, on a cumulé l'effet aussi du tapis fleur. Et donc, ça permet au patient de travailler sa respiration, puisque c'est le vecteur de notre détente musculaire, mais c'est aussi le vecteur de notre oxygénation tissulaire. La respiration, pendant qu'il bénéficie de son tapis fleur qui va lui permettre d'avoir sécréter de l'endorphine et qu'il est en posture idéale d'ouverture de son canal pour ses nerfs pelviens. Et puis il relâche ses muscles dans cette position, que ce soit les lombopelvifémoraux, que ce soit les pelvitrocantériens. Donc on travaillera aussi d'autres, bien sûr, plein d'autres postures, plein d'autres exercices. Et puis l'objectif aussi, c'est qu'ils continuent de bouger, parce qu'ils ne savent pas forcément identifier quel est le curseur qui fait monter la douleur dans la journée. Il y a des jours, ils ont pas mal, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des jours, ils ne font rien, comme ils disent, et ils ont très très mal à la fin de la journée. Donc à un moment donné, il faut lutter contre la kinésiophobie. De toute façon, quel que soit le danger perçu par le cerveau, si le cerveau perçoit un danger, il a trois façons de réagir. Soit il fuit, donc il a besoin de ses muscles pour fuir, soit il est figé, il a besoin de ses muscles pour être figé, et soit il combat, et que ce soit pour le combat ou pour fuir, on a besoin de nos muscles. Donc de toute façon, ça va créer des contractions. Donc nous, on les invite à bouger
tout de suite. Alors bien sûr, on ne va pas leur demander d'aller faire des choses exceptionnelles au départ, puisque souvent ils doivent renoncer à des choses qu'ils aiment, comme le vélo, la course à pied. Alors on a beaucoup de trailers, hein, on a beaucoup de gens dynamiques, on a beaucoup de gens très dynamiques qui font beaucoup de crossfit, beaucoup trop aussi, qui ont besoin aussi d'évacuer aussi les tensions par le sport. Et donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de la marche. Alors bien entendu, la marche nordique, si vous pouvez les accompagner, leur montrer la technique, c'est bien, parce que ça va leur permettre de travailler le haut du corps et le bas du corps. Et ensuite, on va leur demander aussi d'aller dans l'eau, parce que dans l'eau, ils vont pouvoir travailler leur équilibre, leur renforcement musculaire, grâce à la planche, grâce à des choses comme ça, et travailler l'endurance. Donc, ils peuvent marcher dans l'eau, ils peuvent faire du jogging dans l'eau en profondeur, bien entendu, avec une ceinture de flottaison. Et ça, pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller faire du sport intense, ça leur permet aussi pouvoir répondre à ce travail-là. Parce que ces gens psychotraumatisés, ils ont chacun un moyen d'évacuer le stress. Et pour beaucoup, c'est par le sport. Donc, il faut qu'on trouve des alternatives adaptées à leur intensité sportive. Et l'aquajogging est le sport d'endurance qui leur permet d'évacuer quand c'est des trailers, quand c'est des coureurs, quand c'est des cyclistes. Ils auront aussi le pilates, le yoga, ça, ils ont plus de mal. L'ultra-trailer a du mal au yoga. Alors, ils sont tout contents de venir vous dire « Je n'ai fait que 3 sorties de vélo ». Bon, là, on va reprendre. Vous allez pouvoir vous rester debout, parce qu'on ne peut pas leur demander de s'asseoir. Mais vous restez debout, on va vous réexpliquer. Donc, soigner les muscles. Donc, les automassages, on vient de le dire. Tout ça, on vous a dit. On a aussi, on sensibilise nos patientes aussi à aller masser leurs muscles périnéaux profonds. Et là, on va avoir la proposition de la baguette périnéale, la baguette pelvienne. On leur propose aussi des auto-étirements, plein de choses, avec plein d'outils, des ballons paille, des élastiques, des balles à picot. Enfin, on leur donne aussi les moyens que ça soit agréable, aussi un petit peu pas triste, hein, parce qu'une rééducation de la douleur qui en plus serait triste, c'est dramatique. Mais là, on leur donne des choses pour qu'ils aient des outils et qu'ils puissent partir en vacances avec leur petite boîte à outils. Ouais. Donc là, on en a déjà parlé, je pars très vite. Le but, c'est que le patient supprime les facteurs irritants sur lesquels il a une action, l'étirement, la compression, les microtraumatismes, et que quand ça ne marche pas en première intention, avec le traitement kiné et autorééducation pour la compression musculaire, on réévalue le patient, et si il reste des douleurs très intenses, toujours aussi vite apparu à la station assise, c'est que le ligament est en cause. Et là, c'est le chirurgien qui est sollicité pour traiter l'adhérence du nerf à quelque chose. Quand vous avez une amélioration, le patient il fait tout ce qu'il faut, il étire plus, il comprime plus, il secoue plus, que vous avez eu des bons résultats avec un patient compliant à son autorééducation, mais qu'à chaque fois que vous arrêtez sa récidive, c'est la posture. Et là, il faut faire votre bilan postural et coordonner les différents corps de métier. On reprend la kiné et on vérifie qu'au niveau vestibulaire et adhérentiel, on est au top. On refait l'ostéo parce qu'ils ont récidivé les dysfonctions articulaires. On insiste sur l'autorééducation. On l'envoie chez le podologue pour corriger le capteur proprioceptif avec des semelles proprioceptives. On l'envoie chez le dentiste pour avoir des alphes ou une gouttière, et chez l'orthoptiste pour avoir une rééducation orthoptique ou des prismes. Quand il y a besoin d'aller à la chirurgie, systématiquement infiltration anesthésique qui confirme le diagnostic de névralgie. Si on n'a pas cette confirmation, on ne va pas à la chirurgie. Aucun chirurgien digne de ce nom n'opérera s'il n'a pas eu l'infiltration avant. On peut le faire par célioscopie, par le haut. On n'interviendra qu'entre l'émergence du sacrum et le canal infrapiriforme. On peut agir par le bas, par voie périnéale, transischiorectale. On n'agira que sur le canal d'Alcock et le canal infrapiriforme. Donc, dans ces deux techniques-là, on risque de louper des adhérences. La technique princeps, c'est la neurolyse à travers la fesse transglutéale, soit à ciel ouvert, soit par célioscopie. Depuis peu, on en fait. Les autres techniques, donc c'est
On peut soulager les muscles en allant injecter dedans du botox, de la toxine botulinique pour détendre le muscle, qui permettra de l'assouplir après en kiné et en autorééducation. On peut infiltrer le ganglion impar, qui est un ganglion nerveux à l'avant du coccyx, qui donne ces sensations de corps étranger, en l'occurrence. C'est lui qui est responsable de l'hypersensibilité pelvienne. On va mettre du botox, on va mettre de l'anesthésiant, on va mettre de la cortisone. Ça, c'est les radiologues qui font sous scanner. On peut les envoyer au centre antidouleur pour avoir du TENS, location puis achat au bout de 6 mois. On va demander des thérapies d'exception en centre antidouleur, perfusion de kétamine, perfusion de lidocaïne. Les patchs de capsaïcine, c'est le piment qui brûle les terminaisons nerveuses et qui permet de calmer les douleurs neuropathiques pendant 2-3 mois. La stimulation magnétique transcrânienne, ça marche. La neurostimulation implantée, ça marche. C'est quand même des traitements de 3e, 4e ligne. Des thérapies alternatives. Je te laisse parler de tes compétences. Donc là, sur la conscience, là, sur la gauche, là, vous avez donc la conscience normale et vous avez donc l'impact. C'est une IRM fonctionnelle. L'impact sur les zones cérébrales. Et vous voyez que là, l'impact de la douleur, lorsque la personne est sous hypnose, va être beaucoup moindre. La tache rouge a bien diminué. Donc, en fait, on invite nos patients à venir à complémenter leur travail musculaire et protecteur des nerfs et des muscles, à aller en plus travailler sur la cohérence cardiaque en hypnose, en sophrologie. C'est un énorme bénéfice pour nos patients. C'est un complément qui est vraiment important. On a quand même sur la cohérence cardiaque la notion que si vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, vous allez diminuer la douleur pendant 3 heures. Donc c'est pour ça qu'en fait les recommandations, alors ça c'est des études scientifiques, les recommandations elles disent bien que si vous faites 3 fois 5 minutes matin, midi et soir, vous permettez à votre organisme de diminuer la douleur et de ne pas faire des pics et des creux mais d'avoir une certaine stabilité. Alors bien sûr les patients, 3 fois 5 minutes c'est très dur pour eux, moi je leur demande gentiment une fois de prendre un rendez-vous avec eux-mêmes de façon régulière, toujours au même moment, 5 minutes. Et quand ils ont fait déjà une semaine avec 5 minutes, eh ben, on va leur introduire une deuxième fois 5 minutes parce que les patients-là, on leur demande beaucoup et il faut savoir qu'ils ont très mal et en plus, on leur demande beaucoup d'investissement pour leur santé. Donc, il faut aller progressivement, il faut accepter. Je leur dis toujours, c'est comme une pelure d'oignon. Les douleurs chroniques, c'est comme une pelure d'oignon. On va retirer une pelure après l'autre pour aller mieux. On ne peut pas du jour au lendemain, c'est pas comme une douleur aiguë où on va aller dans le muscle, on va aller rentrer dans le muscle, on va laisser fondre le muscle. Là, on est obligé, c'est un muscle traumatisé, on est obligé d'aller vraiment en douceur, progressivement. De toute façon, ils sont là depuis longtemps avec leur douleur et ils acceptent à partir du moment où ils comprennent pourquoi. D'où l'éducation qu'on propose. On va agir aussi sur l'alimentation. Tout ce qui est l'alimentation, déjà pour le transit, bien sûr, et puis aussi pour tout ce qui va être acidité corporelle, pour tout ce qui va être les inflammations en général. On peut suggérer des cures thermales. Il y a des cures spécialisées pour les névralgies, avec des parcours d'éducation thérapeutique. Et bien sûr, on va pouvoir, donc, si vous êtes formé en dry needling, ça peut être un moyen intéressant d'aller soulager les patients et d'aller travailler sur les trigger points. Et puis, on va aussi proposer aux patients de s'occuper de lui, de se faire aussi du bien et que ça peut passer par de la réflexologie plantaire. Ils peuvent aussi faire une activité qui leur fait plaisir parce qu'on a remarqué, et vous le savez aussi bien que moi, que quand le patient est pris par une activité qui lui fait du bien, qui génère un plaisir, sa sensation de douleur diminue. En fait, on agit sur la douleur nociplastique, la modulation de la douleur, en bien comme en mal. Nous, on vous propose des techniques de gestion psychocorporelle, de l'acupression, des techniques de réflexologie plantaire, de médecine traditionnelle chinoise. L'objectif, c'est de diminuer le thermostat de la douleur qui est à fond, à cause de cette nociplastie. Voilà, on a brossé rapidement.
Et pourtant, on vous a bien gardé presque 1 heure. Voilà. Hein. C'est des choses qu'on enseigne normalement sur 3 jours en formation. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans un labyrinthe après notre séance là. Vous avez eu plein d'informations, vous ne savez pas trop par quel bout les prendre. En fait, on est dans un cercle vicieux, musculo-squelettique, ostéo-articulaire, neuropathique. Et puis là-dessus, il y a la posture qui déconne, qui fait que ça récidive tout le temps. Donc, il faut acquérir les savoirs fondamentaux pour bien démembrer toutes les douleurs possibles, identifier le trouble du contrôle moteur, identifier l'hypersensibilité douloureuse et développer une boîte à outils qui va permettre au patient de se soigner lui-même et vous de l'accompagner pour que ça aille plus vite. Et donc, on a mis en place un parcours d'éducation pour les patients et on a mis en place un parcours de formation pour les soignants pour qu'ils apprennent à prendre en charge ces patients. Ce n'est pas que de la périnéologie. Et je répète, je n'ai pas besoin d'un kiné spécialisé en périnée pour soigner ces patients si le patient se masse lui-même à l'intérieur du périnée. Voilà, donc en fait, le recul qu'on a sur le parcours qu'on a mis pour nos patients, quand même, c'est intéressant de voir que nos patients vont mieux. On a mis un parcours de soins où effectivement, ils vont avoir une éducation thérapeutique de première intention, avec explication, travailler avec une ergothérapeute, les médecins de rééducation et les kinés. Et puis, suite à ça, ils vont avoir un travail d'autorééducation et supervisé, bien sûr, par un kiné libéral. Et cette autorééducation va durer 6 à 7 semaines. Et on les revoit en hospitalisation de jour, où là, on va revoir avec eux ce qu'ils ont déjà pratiqué. On identifie comment ils vont. Et je peux vous assurer que là, on est assez satisfaite parce qu'on a des patients qui jouent le jeu et qui vont beaucoup mieux. Et donc, franchement, moi, je peux vous dire que par rapport à il y a 30 ans, quand j'ai commencé à soigner les patients avec des névralgies du nerf honteux, hein, j'aime bien revenir à l'ancienne de temps en temps, et ben, je peux vous dire que ça fait du bien parce que déjà, passer à un diagnostic autre que l'EMG qui était déjà douloureux chez des patients chroniquement douloureux, et ben, c'était une catastrophe. Et savoir qu'aujourd'hui, les patients, au bout de 30 ans, ben, j'arrive à les soulager encore mieux et d'avoir cette partie prenante et ce travail pluridisciplinaire parce qu'on a besoin de tout le monde. Et il n'y a que parce qu'on est ensemble en pluridisciplinarité que nos patients vont mieux. Donc merci pour eux. Et puis, c'est des patients, enfin les douloureux chroniques, vous en avez tous dans vos patientèles, c'est des patients qui sont usants, parce que ça ne va jamais. Et en fait, de les rendre responsables de leur mieux-être en prenant soin d'eux-mêmes au quotidien, et nous aussi, c'est bien, parce qu'ils ne dépendent pas de quiconque, ils ne dépendent pas de vous, kiné, pour aller mieux. Ils ont des outils pour pouvoir être soulagés et ça baisse déjà le curseur, le thermostat de la douleur, de comprendre ce qu'ils ont, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui les comprenne et de savoir qu'ils peuvent se soulager. Moi, j'ai réussi mon job quand à la dernière consultation, ils me disent « je n'ai plus peur d'avoir mal parce que je sais comment me soulager et je sais comment éviter de me faire mal ». Là, j'ai réussi mon job. Le défi qui nous reste encore à perfectionner, c'est que les gens tiennent dans le temps sur l'hygiène de vie au quotidien, parce que c'est un effort au quotidien, au même titre que le diabétique doit faire attention à ce qu'il mange, doit prendre son insuline tous les jours. Eux, ils ont à prendre soin de leurs muscles, de leurs nerfs tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions et puis après on vous libère? Une question, le rapport avec l'ATM, je ne le vois pas trop. Je pense que c'est en rapport avec la posture. Voilà, d'accord. En fait, c'est des patients qui sont... j'utilise beaucoup les métaphores avec les patients. Je leur dis, vous êtes comme un château de cartes branlant. Ils ont des dysfonctions podales, péricunéiformes. Pour éviter cet appui douloureux, ils vont contracter les muscles pelvitrocantériens, lombopelvifémoraux pour éviter d'appuyer sur ce pied douloureux.
On rentre dans les contractures musculaires, les rétractions, on provoque le dyme thoracolombaire et l'hypertonie qu'ils ont d'un côté est compensée pour redresser le château de cartes qui dévie à gauche au niveau cervico-scapulaire, temporomandibulaire de l'autre côté. C'est quasiment toujours comme ça chez ces patients. Et ils ont des torsions des ceintures parce que la rétraction lombopelvifémorale entraîne une rotation, une bascule pelvienne compensée par une rotation bascule inverse cervico-scapulaire. Et s'il y a des tensions cervico-scapulaires, il y a des retentissements temporomandibulaires et oculomoteurs. Et inversement, si bruxent pour des raisons de stress, par exemple, la nuit, ils vont avoir des douleurs cervicales. Ils vont avoir des compressions nerveuses, les cervicalgies, les céphalées cervicogéniques dont on a parlé tout à l'heure, les névralgies d'Arnold. Ils ont tous ça. Ils ont les nerfs en bas, ils ont le défilé cervico-thoracobrachial fonctionnel et non pas lié à une côte surnuméraire. Et ils ont des névralgies d'Arnold. Et ils ont des fois des névralgies faciales. Et le mécanisme est le même. Les muscles viennent comprimer les nerfs parce que les muscles récidivent tout le temps en contracture à cause de la posture. Et si on ne traite pas la posture, on ne traite pas bien nos patients. Si on ne traite pas le thermostat de la douleur qui déconne à cause de l'hypersensibilité douloureuse, on ne soigne pas bien nos patients. Si on ne leur apprend pas à soulager leurs muscles, on ne soigne pas bien les patients. Donc, pluridisciplinarité. D'autres questions ? Bonjour, je ne suis pas kiné, je suis dans cette situation. Je suis dans une souffrance énorme après beaucoup de péripéties et je ne sais pas quoi faire. Alors, vous avez des pistes là. Après, il faut trouver un kiné de proximité qui puisse vous aider. C'est comme j'ai expliqué depuis que je suis là, c'est que nous, patients, comment on fait pour trouver un kiné qui va nous aider? C'est pas en le trouvant dans l'annuaire Madame Trucmuche qui est sympa qu'elle va nous aider. Alors, vous avez 2 pistes pour trouver un kiné adapté. Il y a le site de l'AFREP, l'Association française de réseaux rééducateurs du périnée, où vous allez trouver, en fonction de votre code postal, quel kiné de proximité peut vous prendre en charge. Et le deuxième annuaire que vous pouvez consulter, c'est Convergence PP. C'est la société savante de douleurs pelvipérinéales chroniques. Et ils ont développé un annuaire de médecins, de radiologues, de kinés spécialisés. Convergence, PP comme pelvipérinéale. Et mais c'est PP qu'il faut taper sur l'ordinateur. Et le deuxième site, c'est AFREP, A-F-R-R-E-P. Voilà. Oui. Et donc là, vous pourrez trouver des kinés sensibilisés. Après, ce qu'on a développé à Nancy sur l'éducation du patient à ne pas irriter ses nerfs dans le quotidien, à soulager ses muscles et faire de la kiné ciblée, c'est quelque chose qui est innovant. Mes autres collègues des autres services ne font pas cette prise en charge rééducative. On leur dit achetez une bouée, on leur dit prenez du Lyrica, du Neurontin, machin, on les envoie à l'opération. L'opération va juste traiter le ligament. Mais s'il y a toujours les muscles qui appuient sur les nerfs, si le patient il reste assis beaucoup trop longtemps, s'il a des cicatrices qu'on n'a jamais soignées, il a des contractures musculaires qui persistent. Et on croit que le chirurgien a mal fait son travail, et en fait, on n'a pas tout traité. Il ne faut pas se tromper. Et moi, je n'envoie les gens à la chirurgie que quand ils ont traité les muscles et arrêté de tirer, comprimer, secouer leurs nerfs. Tant que ça, ce n'est pas acquis, je ne les envoie pas à la chirurgie, ce n'est pas leur rendre service. D'accord ? Donc, il y a des solutions, madame, même après chirurgie. Mais ça nécessite beaucoup d'efforts, et ça, je le sais, de la part du patient. Je donne souvent comme image aux patients
le fait de circuler sur une route. Quelqu'un qui n'a pas de problème de posture, il va rouler tout droit, il va prendre les virages par le chemin le plus court à l'économie. Et ça va aller, pas de problème. Celui qui a un problème de posture, il peut rester sur la route, mais il fait des zigzags. Donc déjà, c'est plus fatigant. S'il ne fait pas attention à ses muscles, s'il ne fait pas attention à ses nerfs, il peut déraper de la route et prendre l'accotement. Mais s'il refait rapidement les choses, donc il va avoir les symptômes qui vont s'exprimer quand il est dans l'accotement, mais il va pouvoir, en réajustant le tir et en faisant attention, revenir sur la route. Un peu sinueux, mais ça va. Quand le patient ne fait pas ce qu'il faut ou on ne lui a jamais appris à faire ce qu'il fallait faire, il va dans le fossé. Et pour sortir du fossé, on galère. On n'y arrive pas tout seul. Pour sortir la voiture du fossé, il faut être aidé de plein de gens. Le kiné, l'ostéopathe, le podologue, l'orthoptiste, le dentiste et le patient. Le patient, c'est lui qui tient le volant. C'est lui le principal acteur pour sortir du fossé. Mais pour sortir du fossé, ça prend du temps. Moi, en général, je leur dis qu'il faut compter 1 an pour pouvoir faire tous les traitements pluridisciplinaires. Pour sortir du fossé, il faut à peu près 1 an. Et après, on fait ce qu'il faut pour ne pas sortir de la route et pas mordre l'accotement. Et ne plus jamais redescendre dans le fossé. Mais quand je vous dis tout à l'heure, le patient, il n'a plus peur d'avoir mal et il sait quoi faire pour se soulager et éviter que ça récidive, ça veut dire qu'il restera sur la route. Il ne descendra plus jamais dans le fossé. D'accord ? Bon, mais on peut y arriver. D'accord ? Merci à tous, merci à vous. Et bonne fin de congrès, bon retour. Profitez de Paris, du beau temps, des journées du patrimoine.